raisonnements qui y sont faits. Alors tous les travaux que je vais présenter, je ne les ai pas réalisés au CERN, parce que je suis au CERN depuis pas très longtemps. Je les ai réalisés pendant ma thèse au CEA, là où j'ai travaillé sur les supercalculateurs. Donc pas très loin d'ici, Bruyères-le-Châtel, si vous savez où c'est, à côté d'Arpajon. Donc c'est ici qu'il y a tous les supercalculateurs. Donc dans un premier temps, je vais vous donner une petite introduction où je vais rappeler un peu tous les principes de gestion de la mémoire au niveau de l'OS, donc essentiellement la pagination, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et ensuite, on va regarder un petit peu les différentes politiques de pagination de différents OS, donc essentiellement FreeBSD, Solaris et Linux, et essayer de comparer un peu ce qu'ils ont fait et voir comment, d'un point de vue performance, ça peut impacter votre application, alors surtout si c'est une application HPC. Ensuite, je vais migrer sur une partie que je vais passer très rapidement, qui a pris beaucoup de temps pendant ma thèse, puisque c'était le cœur de ma thèse, mais ici, je vais simplement la survoler. C'est la gestion du NUMA, donc un allocateur mémoire qui gère le NUMA pour les applications HPC. Je vais surtout l'utiliser pour motiver en fait, ce que je vais vous présenter à la dernière partie, c'est-à-dire une optimisation qu'on peut faire au niveau du noyau Linux dans sa façon de gérer les fautes de page. Donc introduction, donc essentiellement pour vous rappeler un petit peu les choses. Alors je vous ai mis quelques pointeurs si jamais ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé par la gestion de la mémoire en général, vous pouvez aller lire ce document What Every Programmer Should Know About Memory, qui a été écrit par Ulrich Draper, et qui est vraiment complet. Il part du transistor et il remonte jusqu'à la fonction malloc. Donc là, vous avez vraiment tout, c'est vraiment intéressant. Donc si vous voulez vraiment tout connaître à propos de la mémoire, n'hésitez pas à lire ce document. Et c'est globalement toujours à jour, même si le document est un petit peu vieux. Sinon, je vous ai mis le pointeur sur ma thèse si vous voulez vraiment les détails qu'il y a derrière tous les slides que je vais présenter. Alors pour le contexte un petit peu, je vais juste rappeler qu'est-ce qui se passe au CEA. Au CEA, vous savez qu'il y a ces supercalculateurs, donc on essaye d'avoir les plus gros du monde. Donc, moi, quand j'étais au CEA en 2010, ils avaient construit Terra100, qui était 6e au top 500. Et donc, si on veut quelques nombres, c'était 140 000 cœurs à l'époque. Donc, 140 000 cœurs, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, les machines continuent à grossir. Si on prend Gyuku, qui est une machine japonaise, qui est la top 4 actuellement au top 500 depuis novembre, elle en est à 19 millions de corps. Donc, on voit que le nombre de cœurs, c'est en train d'augmenter, augmenter, augmenter. Alors ça augmente pour la machine au total, mais la machine au total, c'est composé de plein de nœuds, en fait. Donc on n'a pas un seul processeur avec tous ces cœurs-là, effectivement. Mais par contre, on va regarder sur Terra100, par exemple, les nœuds, ce qu'on appelait les nœuds fins, avaient 32 cœurs, donc c'était 4 processeurs de 8 cœurs, donc 32 cœurs de processeurs Intel. Et on avait, ce qui va nous intéresser un peu dans la présentation, ces nœuds larges, qui avaient jusqu'à 16 processeurs et donc 128 cœurs sur la même machine. Donc on verra que tout ne se passe pas aussi bien qu'on le voudrait quand on commence à faire ça. Et alors si on regarde aujourd'hui où on en est, on a les processeurs Intel KNL, donc Knight Landing, où là, dans un seul processeur, vous avez jusqu'à 64 cœurs et 256 threads qui peuvent s'exécuter sur un seul processeur. Et alors, la machine japonaise, si on ouvre le capot et qu'on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont un processeur à eux, et là, ils ont même carrément jusqu'à 2048 cœurs sur le même processeur. Donc on voit que le nombre de cœurs, il augmente, il augmente, il augmente. Alors le nombre de cœurs, il augmente, donc la puissance de calcul augmente, mais on a un problème qui devient critique aujourd'hui, c'est la mémoire, qui devient en fait un vrai problème de performance. Parce que en fait, le gap entre la vitesse à laquelle la puissance de calcul augmente n'est pas suivi par la vitesse à laquelle la RAM augmente sa performance et sa quantité de mémoire. Donc on arrive aujourd'hui à ce que certains appelaient en 1994 le memory wall, donc le mur de la mémoire, en disant à un moment donné, vous serez limité, vous aurez beau avoir des processeurs plus rapides, vous attendrez vos données dans la mémoire et vous n'arriverez plus à calculer plus vite. Alors on va voir que les fabricants de processeurs ont essayé de mettre en place des techniques pour éviter au moins repousser ce mur de la mémoire, et ils sont plus ou moins bien arrivés jusqu'à maintenant. Alors aussi, on se retrouve aujourd'hui à gérer une quantité croissante de mémoire, puisque aujourd'hui, avoir des machines qui ont de l'ordre de 1 terabit de mémoire, c'est pas inconcevable, et on y va. Et ça demande quand même à réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on gère tout ça. Alors ça, c'est plus en HPC, une question qu'on se posait il y a 3 ou 4 ans. Le nombre de cœurs tendrait à augmenter plus vite que la quantité de mémoire qu'on avait. C'est vrai, par exemple, pour la machine japonaise. Pour les machines du CEA, si on prend entre Terra100 et Terra1000, la nouvelle machine qu'ils ont, c'est plus ou moins resté stable. Mais en tout cas, ça a arrêté d'augmenter. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le développement. Alors si on migre au niveau de l'architecture, en général, en informatique, on s'intéresse à deux choses. D'un côté, les opérations, et d'un autre, les données. Alors moi, je vais m'intéresser essentiellement aux données. Et donc, si on regarde un processeur tel qu'il est conçu aujourd'hui, donc on a des cœurs qui vont faire les calculs, et on voit arriver toute une hiérarchie mémoire, donc la mémoire principale dans laquelle on va stocker les données, et des mémoires intermédiaires qu'on va appeler des caches, donc plusieurs niveaux de caches qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Donc
le cache L1 qui est un tout petit cache qui va être très rapide, un cache L2 qui va être une taille moyenne un peu plus lent, et un cache L3 qui va être relativement grand et encore plus lent. Et l'idée, c'est que quand on va accéder à une donnée qui est dans notre mémoire, on va copier la donnée dans les caches jusqu'à ce qu'elle arrive dans le L1. Et l'avantage, c'est que si le processeur ici essaye de réutiliser la donnée plus tard, au lieu de devoir recommuniquer avec la mémoire, il va directement la lire dans le cache L1 qui est à côté de lui. Alors ça, on peut le voir très facilement. Qu'est-ce qui se passe? Si on prend un tableau et qu'on essaye de le lire en boucle, on va obtenir ce genre de courbe. Donc si le tableau il rentre dans le cache L1, on va accéder à chacun des éléments de notre tableau de l'ordre de 2 ou 3 cycles. Maintenant, si notre tableau devient trop grand, on va accéder à notre cache L2. Donc là, on met de l'ordre à 7 cycles pour accéder à notre cache. Cache L3 de l'ordre de 10 cycles et la mémoire de l'ordre de 22 cycles. Alors on comprend bien que si on n'avait pas ces caches, ici, 22 cycles, si à chaque fois que vous venez accéder à une donnée, vous attendez 20 cycles au processeur pour faire quelque chose, c'est comme si votre processeur à 2 GHz, il tournait à 100 MHz. Donc merci Intel de nous avoir ajouté ces hiérarchies mémoire. Ça nous sauve la mise. Par contre, on va voir que ce n'est pas aussi simple, ça a des conséquences sur le système d'exploitation. Alors il y a une autre hiérarchie mémoire qui arrive aussi sur les machines d'aujourd'hui. Alors, en HPC, ça fait un petit moment qu'on les a. Maintenant, je crois que ça devient quand même commun sur à peu près tous les serveurs qu'on trouve dans le cadre des serveurs web. C'est ce qu'on appelle le NUMA. Donc, en fait, dans une machine, on peut avoir plusieurs processeurs. Donc, souvent, c'est plutôt 2 pour les serveurs communs. Dans le cadre de Terrasan, on en avait jusqu'à 4 par nœud. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que chaque processeur va avoir sa propre mémoire. Mais chacun des processeurs est quand même capable de voir la mémoire des autres CPU. Donc, si on place une donnée si on est sur ce processeur et qu'on a une donnée qui est sur la mémoire locale, on y accède de manière très rapide, il n'y a pas de problème. Par contre, si on place nos données sur un processeur distant, on va quand même y avoir accès, mais on va avoir un coût, puisqu'il va falloir qu'on passe à travers l'autre processeur. Donc, on voit que là, la manière dont on va placer nos données sur la machine va commencer à impacter les performances de notre application. Et donc, en HPC, ça devient un problème critique. En fait, c'est un problème extrêmement difficile à gérer, donc j'en toucherai quelques mots dans la présentation. Et alors, notamment au CEA, on était embêtés parce qu'en 2010, on avait une machine qui s'appelait Bull BCS, où on avait jusqu'à 16 processeurs dans la même machine. Donc 16 processeurs qui étaient reliés donc, en 2 niveaux. On avait une grappe de 4 processeurs et puis un deuxième niveau qui réagrégeait les 4 grappes de 4 processeurs. Donc 4 x 4, ça fait 16 processeurs, 8 cœurs par processeur, 128 cœurs. Et on verra que sur ces machines-là, faire tourner un système d'exploitation Linux, c'est pas gratuit, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Alors pour parler du NUMA, le NUMA ça arrive aujourd'hui même à l'intérieur du processeur. Si vous prenez les Intel Knight Landing, le KNL, c'est optionnel, mais ils peuvent fonctionner comme s'il y avait 4 nœuds NUMA à l'intérieur même du processeur. AMD fait aussi ça sur certains de ses processeurs qui sont plus petits que le Knight Landing. Et également, on va encore arriver à une nouvelle hiérarchie mémoire parce que Intel dans ses processeurs, par exemple, on a la DDR, la RAM, hein, comme on l'utilise normalement, et on va arriver à une mémoire qui s'appelle la MCDRAM, qui est censée être une mémoire à forte bande passante, qui est vue également comme un nœud NUMA supplémentaire dans la machine. Donc on voit que de plus en plus, ces hiérarchies mémoire s'étendent, et nous, en tant que programmeurs, on doit, en tout cas au moins au niveau du HPC, absorber ces nouvelles structures. Alors si on retourne un petit peu au niveau du logiciel, ce qui va vraiment nous intéresser pendant la présentation, on va vraiment s'intéresser à l'impact en termes de performance des mécanismes de gestion de la mémoire. Donc on va s'intéresser à 2 composants. En espace utilisateur, l'allocateur mémoire, donc la fonction malloc. Alors ce ne sera pas le cœur de ma présentation ici, j'ai coupé les slides qui l'abordaient beaucoup. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est le système d'exploitation, donc qui est directement au-dessus du matériel et qui est chargé de faire le pont avec l'application. Et donc on verra que les décisions de l'OS ne sont pas gratuites en termes de performance pour l'application. Et donc on peut s'intéresser à 2 choses. Quand on s'intéresse à la performance, il y a l'impact du temps d'allocation, c'est-à-dire j'appelle ma fonction malloc, combien de temps elle prend. Ça c'est assez évident qu'il va y avoir un coût. Mais par contre, on peut avoir un impact sur les accès en fonction de la façon dont on a placé notre mémoire. Donc lié au NUMA et lié, on verra, à certains phénomènes dans les caches. Donc juste pour rappel, hein, les malloc, le C++, je pense que c'est clair pour vous tous. Quand on veut allouer de la mémoire, on fait malloc, on peut la redimensionner avec realloc, la libérer avec free. Mais en C++, c'est new et delete qui, en fait, appellent malloc derrière. Et au niveau de l'OS, ce qui va nous intéresser, nous, on va surtout discuter de ce qu'on appelle mmap et mnmap, qui sont les fonctions qui permettent de mapper et démapper de la mémoire en dessous de l'allocateur, donc fourni par le système d'exploitation. Alors juste pour un rappel, quand on parle de système d'exploitation, il y a un concept fondamental dans la gestion de la mémoire qui s'appelle la mémoire virtuelle.
Donc l'idée, c'est qu'on va avoir deux mémoires. On va avoir la mémoire physique, donc l'espace d'adressage qui est utilisé par le processeur en bas niveau, et un espace virtuel où vont vivre nos applications. C'est-à-dire que notre application, elle va avoir une mémoire virtuellement plus grande, qui en général, si on regarde sur les processeurs aujourd'hui, c'est 48 bits sur la plupart des processeurs Intel, 57 qui commencent à être sur les tout derniers processeurs Intel, c'est ce qu'ils ont ajouté. Donc on a un espace très grand qui permet d'adresser jusqu'à 128 pétabits, 128 pétaoctets de données. Donc l'avantage d'avoir un grand espace virtuel, c'est que c'est beaucoup plus facile de gérer le placement de nos données à l'intérieur. On n'est pas contraint par la petitesse entre guillemets de l'espace de la RAM. On va pouvoir vraiment s'étendre comme on veut. Donc si on veut une petite image, c'est un petit peu comme vous êtes étudiant, vous vivez dans un petit studio, donc vous savez que dans un studio c'est un peu embêtant, quand vous arrivez avec votre sac de bagages, vous le posez dans le couloir et puis d'un coup vous ne pouvez plus accéder à votre couloir. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans la RAM, si vous êtes sur votre téléphone surtout. Et la mémoire virtuelle, c'est un petit peu comme si quand vous rentrez dans votre appartement, vous imaginez que vous êtes dans une grande maison et vous pouvez placer les objets où vous voulez. Du coup il y a plein de places, c'est agréable, vous pouvez gérer votre espace de manière beaucoup plus simple et tout se passe bien. Alors en dessous, il va falloir faire quand même un lien à un moment donné. Le système d'exploitation, il va être chargé donc, de relier chacune des zones de ce grand espace, donc, qui va être découpé en pages, donc des pages de 4 kilooctets, de mapper chacune des pages virtuelles vers une page physique, donc de faire une association entre les deux. Donc ça va être le système d'exploitation qui va vous fournir ce mapping, et le processeur, au travers de la MMU, le Memory Management Unit, va être chargé de traduire les adresses à chaque fois que vous allez y accéder avec votre programme. Alors ça, c'est un concept qui est relativement vieux, ça date de 1962, c'était sur ce calculateur, donc le Atlas Computer, qu'ils ont inventé cette technique. Donc c'est vraiment un concept très ancien qui a gardé sa pérennité aujourd'hui. Alors cet espace virtuel, en général, on ne va pas placer des pages n'importe où, n'importe comment, on va faire ce qu'on appelle des appels à mmap et mmap pour autoriser des segments à l'intérieur de l'espace. Alors mmap et mmap, c'est quand vous êtes sur des systèmes POSIX, donc Unix en général. Si vous êtes sous Windows, vous avez des équivalents, mais qui sont pour un autre nom. Et donc ces espaces, ils vont avoir des propriétés. Par exemple, vous pouvez les mettre en lecture seule ou dire que le processeur n'a que le droit de lire dessus, et que exécuter ou que lire, ou des choses comme ça. Vous avez un certain nombre de propriétés qui vont s'associer à ces segments. Et les zones qui sont en grise vont être interdites si jamais votre programme essaie d'accéder à une zone ici. Vous allez obtenir le fameux segmentation fault que vous obtenez en général quand vous faites du C et que vous êtes en train de pester contre le programme que vous êtes en train de développer. Alors, cette traduction d'adresse, elle n'est pas faite n'importe comment, c'est faite par ce qu'on appelle une table des pages. Donc il y a une espèce d'arbre qui est construit, qui part donc d'un pointeur, donc une entrée qui est pointée par un registre du processeur, et qui, en fonction de votre adresse, va prendre chacune des parties de l'adresse et puis se balader dans un arbre jusqu'au moment où vous avez l'adresse physique de la page qui vous intéresse. Alors ça, c'est très pratique parce que c'est très économe en termes de quantité de mémoire pour décrire cet espace d'adressage qui est vraiment très grand. Par contre, le problème, c'est que le processeur, il ne peut pas s'amuser à chaque fois qu'on fait un accès mémoire à traduire l'adresse et à se balader dans toute la table des pages. Donc les processeurs, aujourd'hui, ils embarquent tous ce qu'on appelle un TLB, Translation Look-Aside Buffer, qui est un cache qui va, une fois qu'on a parcouru la table des pages une fois pour une adresse, on la stocke dans le TLB et l'accès suivant, le TLB donne directement la réponse de l'adresse physique qui correspond à l'adresse virtuelle. Alors ça, c'est intéressant, mais si on regarde avec les adresses avec des pages de 4 kilooctets, sur la plupart des processeurs qu'on a, si on regarde les processeurs Intel par exemple, on a en général 1024 entrées dans ce TLB. Ce qui veut dire qu'on adresse 4 mégaoctets de mémoire. 4 mégaoctets de mémoire, aujourd'hui, on a des caches qui font de l'ordre de 8 mégaoctets, 30 mégaoctets sur certains processeurs. Donc déjà, par rapport aux caches, c'est petit, et par rapport à la mémoire en général, c'est vraiment très petit. Quand on a des gigaoctets de mémoire, on n'adresse que 4, c'est vraiment pas grand-chose. Donc sur les processeurs x86-64 et un certain nombre d'autres processeurs, les fabricants ont aussi fourni ce qu'on appelle les huge pages, donc qui permet d'utiliser des pages de 2 mégaoctets ou de 1 gigaoctet. Donc là, l'idée, c'est qu'avec un nombre moins important de pages, on permet de décrire directement un espace virtuel beaucoup plus grand. Alors ça, c'est intéressant parce qu'avec des pages de 2 mégaoctets, par exemple, avec 1024 entrées, vous adressez 2 gigaoctets. Donc là, c'est intéressant, votre TLB est optimisé. Alors malheureusement, au niveau du système d'exploitation, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer parce que vous avez à gérer à la fois des pages de 2 mégas et à la fois des pages de 4 kilooctets. Vous avez les deux qui fonctionnent en même temps. Et ça, c'est un véritable casse-tête à implémenter au niveau de l'OS.
Alors FreeBSD a relevé le challenge avec une implémentation qui est vraiment très propre, qui s'appelle Super Pages, qui a été faite en 2002. Donc je vous ai mis le papier si jamais ça vous intéresse, il est vraiment très intéressant. Et alors sous Linux, les gens ont vraiment rechigné. Linus Torvalds était vraiment complètement opposé à supporter ce genre de choses. Donc dans un premier temps, les gens ont fait ce qu'on appelait UGTBFS. C'était vraiment quelque chose qui était un peu à côté du noyau et qui essayait de gérer ça, mais de manière avec beaucoup de contraintes qui étaient vraiment contraignants pour utiliser les grosses pages. Alors depuis 2011, il y a enfin un support qui a été fait qui s'appelle les Transparent Huge Pages, qui permettent d'utiliser nativement les grosses pages sous Linux et qui maintenant sont activées par défaut, depuis à peu près 2 ou 3 ans. Donc les grosses pages, maintenant, on va dire, c'est disponible à peu près partout. Mais à l'époque où j'ai fait ma thèse, on n'avait que les UGTBFS et les Transparent Huge Pages, ils étaient tout juste en développement. Alors, juste pour quelques rappels de qu'est-ce qu'on peut faire avec la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle, si on veut jouer un petit peu avec, elle permet, au-delà de l'espace très grand d'adressage, elle permet d'isoler les applications. Donc si vous avez votre application Firefox, elle vit dans son propre espace virtuel, et puis votre GIMP qui est à côté, elle vit dans son propre espace virtuel. Donc les données que l'un utilise ne sont pas visibles par l'autre. Alors ça, c'est si tout se passe bien. Parce qu'en pratique, pour des raisons d'optimisation, la plupart des OS, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent à la fin de l'espace d'adressage il place à la fin de l'espace d'adressage un mapping de toute la mémoire du système d'exploitation pour éviter quand votre Firefox, par exemple, va faire un appel à read. Il va faire un jump dans le système d'exploitation, il va faire un appel système. Comme on va dans le système d'exploitation, normalement, on devrait flusher les TLB, mettre en place la nouvelle page des tables qui correspond au système d'exploitation, faire notre traitement, revenir à Firefox, flusher les TLB et remettre la table des pages de Firefox. Ça coûte cher. Donc ce que les gens ont fait, c'est qu'à la fin de l'espace d'adressage, ils mettent un mapping qui correspond à tout l'espace physique dont le noyau a besoin pour faire tous ces traitements. Et les processeurs actuels permettent de mettre un verrou dessus qui disent « si je ne suis pas dans le noyau, je n'ai pas le droit d'accéder à cette zone ». Alors ça c'est bien, la zone est protégée, si vous êtes Firefox, vous ne pouvez pas y accéder. Seulement voilà, cet hiver, enfin l'été dernier, les gens ont monté l'attaque Spectre, et ont montré que malgré tout, malgré le petit verrou qu'il y a ici, on pouvait utiliser le fonctionnement du processeur pour quand même arriver à lire les données qu'il y a ici. Donc si vous avez entendu le fait que Spectre permet, que les correctifs à Spectre font perdre de la performance, c'est en partie du fait que les gens sont obligés d'enlever ce mapping qui est à la fin pour ne pas laisser le processeur accéder. Et donc on retombe dans le flush de TLB régulier. Donc ça c'était une petite digression juste pour pointer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mécanisme de pagination qui est quand même vraiment génial. Alors là, j'ai pas l'animation parce que du coup, je suis avec le PDF. Il y a un truc qui se passe sous Linux, c'est que quand on fait un mmap, qu'on alloue un segment, initialement, il est complètement vide. C'est-à-dire que toutes les zones qu'on n'a pas accédées sont initialement purement virtuelles. Et donc, quand on a un thread qui va commencer à accéder à nos données, il va toucher une page qui n'est pas mappée dans l'espace virtuel, jumper dans le système d'exploitation, qui va remarquer qu'il devrait y avoir une page physique, et donc il va vous donner une page ici rouge. Vous accédez à la deuxième page, il n'y a pas de page au départ, le thread jump dans le système d'exploitation, il vous donne une deuxième page, et ainsi de suite. Donc il y a ce qu'on appelle une espèce d'allocation paresseuse, c'est-à-dire que l'OS ne vous fournit pas des pages physiques dès l'instant que vous faites un map sur un segment. Alors on verra qu'il y a un coût derrière ça, c'est pas gratuit. À chaque fois que vous touchez une nouvelle page, vous avez le coût de la faute de page qui intervient. Et donc je reviendrai sur ce problème dans la suite. Et alors en termes de NUMA, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est qu'au moment où vous faites ce premier accès, si votre thread 1 il est sur le nœud NUMA 1, le noyau va essayer d'être un petit peu faire avec lui, et il va mapper la mémoire qu'il donne à ce thread sur le nœud NUMA 1. Et si vous avez un thread qui est sur le nœud NUMA 2, sa mémoire va se mapper sur le nœud NUMA 2. Alors ça, c'est bien parce que l'OS essaie de faire les choses automatiquement, mais le problème, c'est que c'est implicite. C'est-à-dire que pour le programmeur, il ne le voit pas. Et si le programmeur n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire avec son exploitation, son application va avoir des gros problèmes au niveau NUMA. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois bien et à la fois pas bien, dans le sens où quand on veut faire une application qui est NUMA aware, c'est vraiment très très compliqué. Et il faut tenir compte de ce genre de choses. Donc je montrerai quelques problèmes de performance qu'on peut avoir. Alors là, j'ai pas l'animation, du coup, j'ai tout d'un coup. Alors là, on va aller s'intéresser à une partie un peu plus intéressante. Tout à l'heure, je vous parlais des caches. Donc on va essayer de regarder un petit peu l'interaction qu'il y a entre cette politique de pagination et les caches. Donc un cache, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'associativité des caches. Quand vous avez un cache, donc on a dit qu'on pouvait y mettre une donnée pour pouvoir y accéder plus tard.
Bon, c'est bien, mais si on a un cache de 8 mégaoctets, si on met une donnée quelque part, au moment où j'ai accédé à la deuxième fois, je vais devoir tester dans est-ce que la donnée est là, 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 ah, elle est ici, oui, je peux la réutiliser. Si j'ai un cache qui est grand, ça prend beaucoup trop de temps, je ne peux pas m'amuser à tester toutes les cellules de cache, c'est pas raisonnable. Donc tous les fabricants de processeurs aujourd'hui utilisent la même technique. Ils découpent leur cache en ce qu'on appelle des voies et ils vont colorer les cellules de leur voie. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de l'adresse physique, la donnée qui est par exemple colorée en vert ici va pouvoir aller uniquement dans 2 des cellules du cache. Donc l'avantage, c'est que si j'accède à une donnée en vert, si je veux vérifier si elle est dans le cache, j'ai plus que 2 cellules à tester et non pas les 8 de mon cache. Donc je gagne du temps. Par contre, si jamais j'accède à une donnée en vert ici, une donnée en vert ici et une donnée en vert ici, je ne peux pas mettre les 3 dans le cache. Donc j'ai un problème de performance. Alors, on va dire, on pourrait essayer de faire attention, mais là où les choses se gâtent un petit peu, c'est que vous vous rappelez qu'on a le système d'adressage virtuel au-dessus. Et si on n'a pas de chance, notre système d'exploitation, quand il va nous donner des pages, il peut nous donner une page verte, une page rouge et 2 pages vertes. Donc maintenant, quand j'accède à mon tableau, à chaque fois, j'essaie de mettre 3 pages vertes dans mon cache et ça ne marche pas. Donc je vais avoir un problème de performance. Alors, pas de bol, c'est ce que fait Linux. Parce que Linux, au moment où vous faites une faute de page, il doit vous trouver une page quelque part pour la mapper. Et il va choisir, entre guillemets, aléatoirement. C'est-à-dire qu'il y a une liste de pages libres et il va prendre la première qui vient. Donc ce n'est pas vraiment aléatoire, mais on va dire c'est plus ou moins l'équivalent. Alors on peut comparer une politique purement aléatoire à la politique de Linux ici, en comptant le nombre de conflits qu'on va générer dans le cache à cause de ce genre de choix. Et donc on va remarquer, donc en gris, c'est en faisant plein de tests en générant des politiques purement aléatoires, donc on voit qu'il y a quand même une certaine variabilité qui apparaît, que Linux n'a pas tout à fait, mais quand même le profil global de Linux suit vraiment de très près la politique purement aléatoire. Et alors ça a une conséquence sur la performance, c'est-à-dire que maintenant quand on va prendre notre tableau et qu'on va essayer d'y accéder et de le mettre en cache, donc je prends un tableau de plus en plus grand et j'essaie d'accéder à mon cache. Donc si tout va bien, normalement je devrais avoir la ligne bleue. Donc j'utilise mon cache et puis dès que je sors du cache, paf, les performances se dégradent. Et en fait ce que vous observez sous Linux, c'est ce que vous avez, c'est une sorte de fuite de cache, c'est-à-dire qu'à partir de la moitié du cache, vous voyez que vous commencez à perdre de la performance. Et en fait, ça, on peut montrer mathématiquement que c'est directement lié au fait que Linux choisira de manière aléatoire les pages. Alors ça, c'est un problème qui est connu théoriquement depuis des années. Alors il y a 2 manières de résoudre le problème. D'un côté, il y a les huge pages, parce que les huge pages sont tellement grosses qu'en fait, elles couvrent à peu près toutes les couleurs de votre cache d'un coup. Donc si vous avez une grosse page, vous avez déjà vous avez en termes de couleurs une page verte, une page jaune, une page bleue et une page rouge. Donc vos couleurs sont déjà bien distribuées, pas de problème. L'autre solution, c'est de faire de la coloration de page. C'est-à-dire que votre système d'exploitation, quand il vous alloue une page, il va faire attention à vous donner une page de la bonne couleur pour essayer de colorer l'espace virtuel de manière correcte. Donc ça, c'est par exemple ce que fait Solaris. Il fait de la coloration de page pour éviter le problème qu'on a vu précédemment. Donc FreeBSD, on a un support natif des grosses pages. Donc coloration OK. Solaris, de la coloration de page, donc coloration OK. Alors on remarquera juste une chose sur Solaris, alors Open Solaris, puisque je pouvais regarder le code, mais Solaris fonctionne de la même manière. Sur RISC-86, Open Solaris, quand il choisit les pages, il applique simplement un modulo. C'est-à-dire qu'il va toujours vous donner les pages dans le même ordre. Donc vert, jaune, bleu, rouge, vert, jaune, bleu, rouge, vert, bleu. Il prend un motif qui va répéter sur tout l'espace d'adressage. On va voir que ce n'est pas forcément le meilleur choix qui aurait pu être fait. Donc là, on va analyser un petit peu, là, maintenant qu'on connaît le mécanisme qui sont implémentés par les différents OS, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe. Donc en fait, moi, au début de ma thèse, je m'étais interrogé parce qu'on se disait Linux ne fait pas de coloration de page, il y a une fuite de cache, donc ça devrait être moins bon pour les applications. Donc Linux devrait payer une pénalité à cause de ça. Donc on s'est dit, on va comparer un petit peu Linux, 4K pages aléatoires, Open Solaris, des pages de 4K avec de la coloration de page, FreeBSD avec les grosses pages. Qui est le meilleur ? Donc pour ça, on a pris une machine avec 2 processeurs NeHalem. Donc NeHalem, c'est une architecture qui est un petit peu vieille. Donc je reviendrai sur les architectures modernes qui sont un peu moins impactées par le problème aujourd'hui. On essaye de fixer la chaîne de compilation pour ne pas avoir de différences qui viennent de là, puisque quand on change d'OS, on n'a pas forcément les mêmes versions de compilo de base. Et histoire d'être sûr qu'on n'a pas de changements qui viennent d'autre chose que l'OS. Et là, on prend l'application LRMHD, donc qui est une simulation numérique qui a été développée au CEA, et on la tourne sur les différents OS. Alors là, sous Linux, ça se passe plutôt bien. Sur Linux, avec les grosses pages, ça se passe plutôt bien. Sur Open Solaris, ça se passe plutôt bien. Mais par contre, sur FreeBSD, on voit que le temps d'exécution de l'application explose complètement.
Alors là, j'étais un peu embêté parce que nous, on attendait l'inverse. Moi, j'attendais que ce soit le Linux qui soit plus lent, puisqu'il y avait les fuites de cache, qui ne fait pas de coloration. Alors si on creuse un petit peu, on va se rendre compte que la fonction qui pose problème, c'est une fonction de ce type-là, une simple boucle for qui accède à un certain nombre de tableaux en faisant des sommes. Alors là, j'étais un peu embêté parce que je me disais peut-être que sur FreeBSD, la fonction, elle faisait des appels à read et write, et puis l'OS est moins bien optimisé, je ne sais pas. Mais là, non, ce n'est pas le cas, la fonction fait que du calcul. Donc si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a changé quand on a changé d'OS? On a changé l'allocateur mémoire, on a changé la politique de pagination et les schedulers. Bon, là, on n'utilise qu'un seul thread, donc le scheduler, a priori, normalement, il n'intervient pas, que j'ai bindé aussi sur un cœur, donc normalement, le thread ne bouge pas. Donc, il y a la politique de pagination, dont on sait qu'elle change, et l'allocateur mémoire. Alors, je me suis dit, je vais changer d'allocateur mémoire, et puis je vais essayer de rejouer sur les différents OS. Donc là, sur Linux, on change d'allocateur mémoire, on voit que les performances restent toujours les mêmes, et on n'arrive pas à les dégrader. Si on met les grosses pages sous Linux, en jouant avec certains paramètres de l'allocateur mémoire, on peut dégrader les performances. Ah, tiens. Sur FreeBSD, en jouant un peu avec les paramètres, on peut annuler le problème de performance et retrouver les bonnes performances. Et sur OpenSolaris, à nouveau, on peut aussi créer le problème de performance juste en changeant l'allocateur. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui se passe, une interaction qui se passe entre la politique de pagination de l'OS et l'allocateur mémoire. Il y a des décisions qui rentrent en conflit et qui créent des problèmes de performance. Alors si on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe, l'allocateur de FreeBSD, il fait quelque chose de très particulier, c'est que dès qu'on a un segment qui fait plus d'un mégaoctet, il va essayer de l'aligner sur des adresses de 2 mégaoctets. Alors pourquoi il fait ça? Il fait ça pour les grosses pages, parce qu'une grosse page, elle ne peut pas être placée n'importe où dans l'espace d'adresse virtuelle, elle peut être placée uniquement sur des adresses multiples de sa taille. Donc sous FreeBSD, comme ils ont un support natif des grosses pages, ils se sont dit, tiens, on va essayer de les utiliser de manière efficace, et donc dès qu'on alloue un gros segment, on aligne sur 2 mégas. Très bien. Oui, mais si je fais ça, moi, j'ai trois tableaux, tableau A, B et C. Première cellule de mon tableau A, vert. Première cellule de mon tableau B, vert. Première cellule de mon tableau C, vert. Maintenant, je fais ma somme, là, en boucle. Vert, 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 ça ne rentre plus dans mon cache. Donc là, le fait que j'ai aligné, que j'ai une espèce de coloration régulière qui se passe dans mon espace virtuel et que j'aligne avec mon allocateur les adresses sur 2 mégaoctets, je crée volontairement un problème sur le cache. Enfin, volontairement, involontairement. Alors ce problème, il se pose sur Solaris à cause de sa coloration régulière, puisqu'il utilise juste un modulo, donc il a exactement le même motif de coloration que les grosses pages, ou sur les grosses pages qui, d'un point de vue hardware ont ce motif. Alors une façon de régler le problème, c'est très simple, c'est juste de décaler très légèrement un des tableaux. Donc je fais plus 8 kilooctets sur une des adresses, et là d'un coup mon tableau, sa première cellule est bleue, et là mes performances elles redeviennent bonnes. Alors en fait on voit que là Linux, en fait, involontairement, ils ont une stratégie qui est vraiment très bonne en fait, c'est-à-dire qu'à la fois ils n'ont pas un motif de coloration régulière, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas avec toujours les mêmes couleurs en début des tableaux, et en plus Linux ne cherche pas à aligner les mmap, les segments qui mappent dans la mémoire. Donc ils évitent complètement tous ces problèmes-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup dans la littérature, parce que les gens, quand ils parlent de coloration de page, ils disent on va faire la coloration de page, on gagne sur les caches, on n'a pas de fuite de cache, et tout va bien se passer. Et en fait, le choix de Linux de ne pas vouloir avoir ce genre de gestion n'est pas si mauvais, en fait. Et alors, le problème se dégrade un petit peu, parce que vous vous rappelez, sur le dessin qu'on avait tout à l'heure, le cache de niveau L3, il était partagé entre tous les cœurs. Donc si maintenant j'essaie de faire tourner une application parallèle sur ma machine, on va voir que les problèmes se dégradent de manière encore pire. Parce que là, sur FreeBSD, cette fois, le temps d'exécution, il fait carrément 1 x 3. Donc ça se comprend assez rapidement, c'est que le cache de niveau L3, il a une associativité de 16. Donc je peux utiliser jusqu'à 16 tableaux alignés dans le cache. Donc je me dis, c'est bon. Oui, mais j'ai 4 cœurs. Donc si j'ai 4 threads qui utilisent plein de tableaux tous aussi alignés sur 2 mégaoctets, ils vont se rentrer dedans. Donc 16 divisé par 4, j'ai droit qu'à 4 tableaux par thread. Donc dès que mon application utilise plus que 4 tableaux dans une boucle, paf, je tombe dans le problème. Et on peut le voir avec un micro-benchmark assez simplement. On prend une fonction et on fait un graphe en fonction du nombre de tableaux qu'on utilise dans notre fonction. Si on aligne tous les tableaux, on voit qu'à partir de 4 tableaux par thread, on perd complètement les performances et on multiplie carrément par 4 ou 8 le temps d'accès à nos éléments mémoire. Par contre, si je décale un tout petit peu mes tableaux, je peux avoir jusqu'à 60 tableaux dans ma boucle, il n'y a pas de problème de performance. Donc on voit que c'est important que
dès l'instant où on a une politique de pagination qui est régulière, donc de type grosse page ou de type coloration de page, l'allocateur mémoire doit impérativement éviter de forcer des alignements mémoire qui sont trop grands, sinon on dégrade complètement les performances. Et simplement décaler légèrement les adresses permet de garder de très bonnes performances dans toutes les situations. Donc on voit que la théorie qui dit qu'il faut faire de la coloration de page, au final, sur les processeurs d'aujourd'hui, c'est pas forcément complètement vrai. Ça reste intéressant, mais par contre, il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. Dès l'instant où c'est fait, il y a toute une politique à gérer dans les niveaux au-dessus de l'OS aussi. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les processeurs plus modernes, depuis Sandy Bridge, Intel a légèrement modifié ses caches. Il les a découpés, en fait, le cache partagé, donc de niveau L3, qui était celui qui nous posait le plus de problèmes en termes de performance. Il est maintenant découpé en ce qu'ils appellent des slices. Donc là, c'est pour regérer, parce que le cache, il devenait très gros, et en plus, il y a beaucoup de cœurs qui commencent à communiquer avec, donc ils l'ont découpé en slices pour essayer de gérer un peu plus facilement leur truc. Et donc l'idée, c'est que quand vous avez... Chaque slice, c'est un peu comme un cache indépendant. Et donc quand vous avez une adresse, le processeur va hacher l'adresse pour décider dans quel slice il va placer l'adresse. Donc en termes d'associativité, vous avez chaque slice qui a une associativité de 16, et c'est un petit peu comme si vous multipliez encore l'associativité par 8. Du coup, sur ce genre de processeur, le problème de performance que j'ai décrit précédemment, aujourd'hui, en tout cas pour le cache L3, il est absent. Donc problème fixé, on va dire, au moins pour Intel. Donc si on essaie de regarder un petit peu sur les autres processeurs qui existent, donc Intel, je l'ai dit, le cache L3 et changement de topologie, problème fixé. Sur l'architecture Zen de AMD, si on regarde dans leur documentation, je n'ai pas fait de test parce que je n'ai pas de processeur Zen sous ma main, mais dans leur documentation, leur cache L3 utilise aussi des slices. Donc j'imagine qu'ils ont appliqué la même politique Intel. Et donc problème normalement réglé. Sur les processeurs Power8 de IBM, le cache L3 a une associativité de 8, exactement comme les processeurs NeHalem sur lesquels on avait le problème. Donc il y a le problème sur ces processeurs. Et donc aujourd'hui, IBM sort ses Power9 qui commencent tout juste à arriver. Alors là, j'ai pas pu faire de test, mais dans leur documentation, ils parlent de région pour le dernier niveau de cache. Donc j'imagine que ça correspond au slice des autres processeurs. Donc on peut imaginer que sur IBM, le problème est aujourd'hui réglé. Pour les processeurs ARM, par contre, le problème reste présent puisque leur cache partagé est purement associatif de manière relativement simple comme les processeurs qu'on a décrits précédemment. Et pas oublier que le problème s'applique sur tous les caches L2 de tous les processeurs, que ce soit Intel ou IBM. Alors certes, si on perd le L2, on ne perd pas tant de performance, mais on peut quand même le perdre si on fait une mauvaise coloration dessus. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette partie. Donc coloration de page, si vous lisez dans les bouquins, oui c'est très bien, mais dans ce cas il faut faire attention à toute la pile de l'OS jusqu'à l'allocateur mémoire, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est fait pour pas dégrader les performances de l'application. Alors maintenant je vais brièvement remonter un petit peu dans les couches au niveau user space, donc discuter un tout petit peu de l'allocation mémoire au niveau de la fonction malloc, donc pour tenir compte du NUMA. Et on va voir que pour les applications HPC, c'est extrêmement important. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plus pour motiver la partie qui va suivre. Alors au CEA, dans mon département, on avait l'application ERA, qui était une très grosse simulation numérique qui était développée par le CEA, donc une simulation du type raffinement de maillage, donc vous avez un maillage qui va devenir de plus en plus fin en fonction des phénomènes physiques que vous voulez décrire. Et donc c'est une application extrêmement grosse, de l'ordre de 1 million de lignes de code, écrite en C++, alors très mal écrite parce qu'elle est écrite par des physiciens. En gros, cette application, vous la lancez sur 12 cœurs, en 5 minutes, elle vous fait 75 millions d'allocations. Donc quand vous implémentez un allocateur, vous recevez ça dans la figure, vous êtes très content, hein, et vous devez optimiser pour que tout se passe bien. Et alors, également, cette application, elle fait quelque chose qui est très mauvais. Alors très mauvais, oui et non, mais en tout cas pour l'allocateur, on verra que ça pose des gros problèmes. C'est qu'elle fait essentiellement, si on regarde la taille des allocations au cours du temps, c'est essentiellement des allocations qui sont de l'ordre de 10 ou 20 mégaoctets. Donc des très grosses allocations. Alors en début de ma thèse, je me suis interrogé, je me suis dit, bon, on va tester différents allocateurs mémoire. Hein. Il existe différents allocateurs parallèles qui sont censés fonctionner plutôt bien. Donc il y a celui de Douglea ou qui s'appelle ptmalloc aujourd'hui, qui est celui qui est fourni par Linux en standard. Vous avez JEmalloc qui est fourni par FreeBSD, également intégré à Firefox et utilisé chez Facebook.
TCMalloc, qui est fourni par Google, et Howard, qui est un allocateur de recherche qui a plus ou moins aidé à inspirer historiquement les deux précédents. Alors Howard, je ne vais pas trop en discuter ici parce qu'il marchait très mal sur cette application. Et on peut faire un test avec ces 3 allocateurs sur différentes machines. Alors on peut commencer sur une machine relativement sympathique, 2 processeurs, 12 cœurs. Donc là, on voit qu'en termes de performance, notre application, bon, ça se passe plutôt bien. On change d'allocateur, on voit juste qu'il y a un profil un tout petit peu différent. Certains allocateurs, on voit que le coût lié au système d'exploitation est un petit peu plus grand, mais ça n'a pas d'impact sur le temps global d'exécution. Par contre, en termes de consommation mémoire, on voit que pour cette application, il y a un véritable gap. Là, on a carrément une multiplication d'un facteur 3 si on passe de JMalloc à TCMalloc. Alors ça, c'est quand même un petit peu embêtant dans un contexte où on a de moins en moins de mémoire par cœur. Donc idéalement, au CEA, on se disait qu'on était très intéressé par JMalloc parce qu'il consommait très peu de mémoire. Problème, quand on a commencé à arriver sur nos machines 128 cœurs, vous vous rappelez, les 16 processeurs en mode NUMA, là, les choses se passent un peu moins bien. La glibc marche très bien, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, puisqu'elle n'est pas optimisée pour ce genre de machine. JMalloc, plus 30% de temps d'exécution. Alors là, on ne s'attendait pas à ça, puisque c'est un allocateur qui a été optimisé pour le parallèle. Donc on se disait, ça devrait bien aller. Et TCMalloc, qui est censé être l'allocateur qui va le plus vite, plus 54% de temps d'exécution. Donc là, on est vraiment embêté. Et donc, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. TCMalloc, ce qui augmente, c'est le temps en user space, donc le temps d'exécution de l'application elle-même. Donc là, on peut le comprendre, en fait, TCMalloc n'est pas du tout pensé pour le NUMA. Donc, comme il va mal placer la mémoire, c'est l'application qui va payer le prix au moment où elle va faire les accès mémoire. Donc, elle va ralentir. JMalloc est un petit peu plus optimisé pour le NUMA, mais par contre, il consomme très peu de mémoire. Donc, en fait, il va très souvent échanger sa mémoire avec le système d'exploitation, en demander à l'OS, en rendre à l'OS, en demander à l'OS, en rendre à l'OS. Et donc, on va voir le temps lié au système d'exploitation qui augmente. Donc là, on est un petit peu embêté parce qu'on aimerait faire un compromis. Idéalement, on aimerait avoir quelque chose qui a les performances de la glibc, la consommation de JMalloc, et puis d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors, il y a un truc, c'est que si on s'intéresse au temps que met la fonction malloc à fonctionner, on peut faire cet exemple simple. On démarre une horloge, on fait malloc et on arrête l'horloge. Est-ce que j'ai bien mesuré le temps de la fonction malloc? Alors, la réponse est oui pour les petites allocations, non pour les grosses. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'allocation paresseuse tout à l'heure, que quand j'alloue un segment, au début, il n'y a pas de page physiquement mappée, et donc la première fois que j'accède à mon segment, j'ai un coût d'accès. Donc en fait, si je veux réellement mesurer le temps de ma fonction malloc, je démarre mon horloge, je fais malloc, et je dois faire un premier accès à mon tableau et arrêter mon horloge. Et si on compare un petit peu, pour un segment, par exemple, j'alloue un segment de 4 gigaoctets, le temps pour faire mon malloc, c'est 8000 cycles. C'est relativement peu. Par contre, le temps pour faire mon premier accès, c'est 1 milliard de cycles. Donc si j'ignorais ce temps de premier accès, je rate le véritable temps d'allocation de mon segment. Mais ça, c'est quelque chose que les gens ratent la plupart du temps dans les papiers, quand ils discutent du temps de la fonction malloc. Ils pensent petit bloc et ils ratent complètement cet aspect-là qui est payé, mais plus tard par l'application. Donc, mais elle est payée quand même. Alors, les petites allocations, elles sont très bien décrites par les allocateurs. Ça fait depuis les années 60 que les gens développent des allocateurs mémoire, donc ils ont quand même eu le temps de développer de très bons algorithmes, les meilleurs étant aujourd'hui, si on veut, l'état de l'art, JMalloc et TCMalloc. Par contre, pour les très grosses allocations, on voit qu'on a le coût qui va être lié aux fautes de page. Elles sont en général négligées. Et d'ailleurs, dans la plupart des allocateurs, les allocateurs ne s'embêtent pas. Quand on fait une allocation qui est donc pour la glibc, par exemple, sous Linux, dès que vous faites une allocation de plus de 256 kilooctets, il fait directement un appel à mmap et puis il ne s'embête pas. Il ne gère rien, il ne réfléchit pas. Et au moment où vous faites free, il fait mmap, il rend directement le segment au système d'exploitation. Alors ça, c'est bien, mais bon, du coup, c'est pas bon pour les performances. En tout cas, pour les applications HPC, où on s'intéresse surtout à l'utilisation de gros tableaux. Donc, mon but pendant ma thèse, c'était de faire du recyclage de gros tableaux, d'éviter la fragmentation des gros tableaux et surtout de prendre en compte le NUMA quand on commence à faire ce recyclage, sinon les performances sont très vite se dégrader. Alors, j'avais aussi essayé de limiter les verrous à l'intérieur de l'allocateur, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Alors, je ne vais pas vous détailler qu'est-ce que j'ai fait pendant la thèse. Pour cette partie-là, j'ai juste me contenté de dire que mon allocateur mémoire est capable de gérer trois profils d'allocation. Un profil low mem, où on essaie de rendre de manière agressive la mémoire à l'OS pour avoir une faible consommation.
un profil UMA où on va faire du recyclage mais sans gestion du NUMA, et un profil NUMA où on va faire du recyclage et la gestion du NUMA. Et là, on va voir que sur notre machine 128 cœurs, là, notre gros nœud NUMA, on va avoir des gains vraiment très intéressants. Alors, si on fait du low mem profile, on rend trop souvent, on communique beaucoup trop avec le système d'exploitation, et là, les performances sont catastrophiques. Par contre, si on essaie de garder la mémoire à l'intérieur de l'application, au lieu de trop communiquer avec l'OS, on voit qu'on est déjà capable de gagner 20% de performance sur l'application, ce qui est pas mal. Par contre, on augmente la consommation mémoire. Et si maintenant j'ajoute le support du NUMA, là, cette fois, on gagne 60% de performance par rapport au meilleur des allocateurs. Et là, c'est quand même des gains gratuits. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'est changer l'allocateur. Je n'ai pas recompilé l'application, je n'ai pas touché au code de l'application. J'ai juste changé l'allocateur mémoire et j'ai été capable de gagner 60% de performance. Donc on voit qu'on peut faire des choses intéressantes. Le problème, c'est que ces gains se font au prix de la consommation mémoire, puisqu'on essaie de garder la mémoire au sein de l'application ou de la rendre à l'OS à chaque fois qu'on le peut. Et ça, dans un contexte où la mémoire par cœur tend à diminuer, c'est quand même un problème. Donc ça, je vais sauter. Donc on s'est demandé un petit peu qu'est-ce qui se passe en dessous. On a essayé d'ouvrir le capot du noyau Linux et s'interroger autant qu'émet l'allocation paresseuse dans le cadre du noyau Linux, et de regarder pourquoi est-ce que ça nous coûte si cher. Donc on peut se faire un petit benchmark, donc on fait un mmap, on alloue un tableau qui est virtuel au début, une petite boucle, et on essaye de toucher nos pages. Et je mesure le temps que je mets à chaque fois pour toucher ma page. Et donc je fais ça en OpenMP, comme ça je peux avoir du parallélisme et faire ça dans différents threads, et voir comment ça passe ça à l'échelle. Et là, on a un joli déconvenu. Donc si on fait ça avec des processus, on va voir que les choses se passent plutôt bien. On a une légère augmentation du temps d'allocation des pages quand on sort du NUMA. Bon, on peut l'accepter, admettons, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien au niveau du noyau. Mais par contre, si on a une application multithreadée, là, maintenant, on est vraiment très embêté. Parce que là, le temps pour faire une faute de page, s'il y a plein de threads qui sont en train de faire des fautes de page en même temps, il augmente carrément linéairement. Donc j'ai 128 threads, j'ai quasiment 64 fois plus lent à peu près que si j'avais qu'un seul thread pour faire mes allocations mémoire. Alors ça m'embête parce que nous, en HPC, aujourd'hui, justement, on essaie d'utiliser des threads parce que ça consomme moins de mémoire que de faire des processus. Donc on se retrouve ici et là, on est vraiment très embêté. Alors on peut faire le test sur le Xeon Phi, donc c'était pas le KNL, c'était vraiment la première version qui était faite par Intel. Donc là, où on a 60 cœurs dans un seul processeur. Et là, on voit que les choses, pareil, en termes de thread, les choses se passent très mal. Et sur ce processeur-là, également en termes de processus. Donc là, on comprend un petit peu pourquoi est-ce que rendre la mémoire trop souvent à l'OS nous pénalise tant que ça. Parce qu'on le fait, nous, en parallèle, et du coup, on paye un lourd tribut. Alors, on peut se dire que cela ne tienne. Aujourd'hui, elle supporte des grosses pages. Donc si j'ai des grosses pages, je vais faire 512, comme une grosse page, c'est 512 fois 4 kilo, enfin 2 mégaoctets divisé par 4 kilooctets, c'est 512 pages. Quand je vais allouer un grand tableau, j'ai 512 fois moins de pages à l'intérieur. Donc 512 fois moins de fautes de pages. Donc j'attends une augmentation de ma performance, une réduction du coût d'allocation. Et alors si je fais le test, en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas. Quand je suis en séquentiel, que j'utilise des pages standards ou des grosses pages, certes, j'ai un petit gain, mais qui est seulement de 40%. On est très loin du facteur 512 que j'attendais. Et alors, c'est encore pire. Quand on passe en parallèle, là, on n'a quasiment plus de gain du tout. Alors, on se demande un petit peu pourquoi. Donc, on ouvre le capot. Et donc, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe quand on fait une faute de page. Donc, quand on fait une faute de page, le matériel lève une interruption. On jump dans le système d'exploitation. Le système d'exploitation voit que c'est une faute de page, donc il va prendre un verrou sur la table des pages du process, vérifier la raison de la faute. Il va se rendre compte que c'est lié à un premier accès sur l'allocation paresseuse. Donc il va allouer une page, il va trouver une page libre dans la liste des pages libres. Donc là, on peut remarquer qu'il y a probablement un problème, puisque sur le Xeon Phi, on a 60 cœurs qui accèdent à cette liste, donc avec un verrou, forcément. On remet à zéro le contenu de la page, je vais y revenir. On mappe la page dans la table des pages et on lâche le verrou. Donc, initialement, on peut s'interroger sur ces problèmes de verrou. Et donc là, il y a des gens qui ont essayé de travailler dessus. Il y a un papier qui a été fait pour essayer de moins souvent prendre ce verrou, ou en tout cas le distribuer. Alors ça, c'est des modifications qui sont extrêmement difficiles à faire dans le noyau, qui n'ont aucune chance d'être mergées un jour.
et qui, en termes de performance, n'apporte pas non plus tant de gains, puisqu'on va se rendre compte que cette partie clear page, donc la remise à zéro du contenu de la page, si on fait un peu quelques mesures, la faute de page, c'est 3400 cycles. Le temps de remettre à zéro ce contenu, c'est 1400 cycles. Donc en fait, on se rend compte que dans tout ce schéma-là, de passer du moment où on prend le verrou au moment où on le rend, 40% de notre temps d'exécution, c'est écrire des zéros dans la mémoire. C'est un petit peu bête quand même. Et c'est encore pire pour les grosses pages, puisque les grosses pages, vous vous rappelez qu'on a 2 mégaoctets à remettre à zéro. 2 mégaoctets à remettre à zéro, ça veut dire que 99% du temps, il est passé ici à remettre la mémoire à zéro. Alors c'est doublement un problème, non seulement ça prend du temps, et en plus c'est à l'intérieur de la section critique. Donc quand on fait des threads, on sait, une section critique qui devient grosse, elle commence à poser un gros problème de parallélisme, de scalabilité. Alors on peut regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres OS. Sur Microsoft, sous Windows, Microsoft a fait quelque chose d'intelligent. Il a un thread system qui remet à zéro la mémoire quand le CPU n'a rien à faire. Donc au moment où il va demander une page, la mémoire est déjà remise à zéro et donc il n'a pas à faire la remise à zéro dans la section critique. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et du coup leur système de faute de page passe relativement bien à l'échelle. Mais nous, dans le cadre du HPC, moi je me suis demandé quand même, ouais, mais cette remise à zéro, c'est quand même du travail complètement inutile. Donc c'est un gâchis de CPU, c'est un gâchis de bande passante et ça pourrit nos caches. Et d'autant qu'en général, quand on fait un malloc dans une application, on fait l'allocation et tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait? On met des données dans la mémoire qu'on a allouée, on l'initialise. Donc la remise à zéro qui a été faite avant, entre guillemets, elle ne sert à rien. Alors elle ne sert à rien, c'est pas tout à fait vrai. Ah oui, alors là, j'ai pas l'animation, alors ça va être un peu plus compliqué. Elle ne sert pas à rien parce que si on a un processus qui, par exemple Firefox, qui avait un mot de passe stocké dans une page, il rend la page aussi une exploitation, donc la page va dans la liste des pages libres, et un autre process demande la page. Si je n'ai pas remis à zéro la page, le mot de passe, il arrive dans le deuxième processus, qui peut espionner du coup ce qui se passe dans son processus voisin. Faille de sécurité, on ne peut pas se permettre du coup de donner une page qu'on n'a pas remis à zéro. Bon, et que cela ne tienne. On peut mettre un cache, on peut rajouter un cache attaché à chaque processus à l'intérieur du noyau. Et quand j'ai une page qui est rendue par le processus, au lieu de la rendre dans la liste globale des pages libres, je vais la garder dans mon cache local. Et si je la garde dans mon cache local, toutes les données qui sont dans cette page, c'est des données de ce processus-là. Donc quand mon processus redemande une nouvelle page, je peux lui donner une page sans la remettre à zéro, puisque c'est des données de sa propre application, de lui-même. Je n'ai pas de problème de fuite d'informations. Et donc en faisant ça, en étendant un tout petit peu l'appel à mmap, parce que mmap, par défaut, dans la documentation, dit que la mémoire qu'il alloue est remise à zéro. Donc si je change ça, je vais casser toutes les applications existantes. Donc je ne peux pas me permettre de modifier ça en brut. Par contre, on peut s'amuser à rajouter un flag à mmap pour dire qu'on ne veut pas la remise à zéro, ou qu'on veut réutiliser les pages telles que je l'ai nommées, et donc activer le mécanisme. Et donc là, on peut s'amuser à faire des tests. On refait notre petit benchmark. Donc, tout à l'heure, on avait donc, les fautes de page qui ne passaient pas à l'échelle. Et donc, si on prend notre patch noyau, on voit qu'on a un gain déjà en séquentiel, le gain de 40% qu'on pouvait attendre, qui sont les 40% de la remise à zéro. Et on voit même que sur un seul processeur, on a même un gain de scalabilité, puisqu'on a réduit la taille de la section critique. Donc, les choses se passent beaucoup mieux à l'intérieur du noyau. Alors, problème, maintenant, si on passe sur 12 cœurs, donc de nœuds NUMA, là on a un effet NUMA, les verrous du noyau commencent à reprendre le dessus. Donc on a toujours des gains, mais on a toujours le problème de scalabilité qui est lié aux verrous qui sont pris par le noyau lui-même. Alors par contre, chose intéressante, maintenant on peut migrer sur les grosses pages. Ah oui, mais les grosses pages, cette fois, comme on réduit, on a 2 mégaoctets de mémoire en moins à remettre à zéro, les gains de performance vont être vraiment intéressants. Puisque là, si on compare donc, les pages standards, les grosses pages, l'utilisation des grosses pages, et l'utilisation des grosses pages avec mon patch. Et là, on voit carrément que l'échelle est en logarithme. En fait, ce qu'on arrive à gagner, c'est un facteur en séquentiel. Là, ici, c'est un facteur 47. Et on voit qu'on gagne même en scalabilité, puisqu'en parallèle, on a même un gain d'un facteur 60 sur le temps des fautes de page. Et donc là, c'est intéressant, parce qu'on trouve une véritable motivation à utiliser les grosses pages, qui est autre que juste le problème des TLB, qui est le temps d'allocation qui est grandement réduit par l'utilisation de ce genre de pagination. Alors, je ne vous ai pas remis les résultats qu'on a ensuite sur les applications, puisqu'on l'a utilisé sur l'application ERA. Sur l'application ERA, on arrivait à compenser complètement le fait que l'allocateur retourne de manière agressive la mémoire avec le système.
et donc à compenser complètement le coût et de ne plus avoir besoin de garder la mémoire dans l'allocateur pour avoir les performances. Donc je vais m'arrêter ici pour ce petit voyage dans les mécanismes de pagination de l'OS. Donc en conclusion, j'espère que vous pouvez vous rendre compte quand même du génie des personnes qui ont inventé la pagination. Quand même, c'est un système extrêmement puissant qui ouvre énormément de possibilités, à la fois en termes de sécurité, de flexibilité, de gestion de la machine. Mais on se rend compte que même après pratiquement 60 ans de gestion de travaux sur la gestion de la mémoire, il y a quand même toujours un grand nombre de choses à faire. Et notamment, on se rend compte que les systèmes d'exploitation actuels, notamment Linux, parce que d'autres sont peut-être un peu plus matures sur ce sujet, a toujours quand même à digérer le multicœur et notamment les architectures NUMA qui posent toujours un certain nombre de problèmes toujours présents au niveau de l'OS. J'espère que maintenant vous comprenez un tout petit peu mieux qu'est-ce qu'il y a derrière Malloc et comment ce genre de choses peut impacter les performances de votre application. Voilà. On peut passer aux questions s'il y a des questions. Ouais. Voilà, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde. 1, 2, 3 tests. J'imagine que les remises à zéro des pages ont été faites avec des instructions optimisées, genre SSE ou... Ouais. C'est pour ça que ça prend que 1400 cycles. Si tu le faisais avec un memset, ça prendrait, je sais plus, j'ai pas regardé, j'ai pas le chiffre en tête, mais un peu plus, ouais. Ok, enfin parfois memset est optimisé de toute façon par le compilo et utilise les instructions disponibles. Ouais, mais dans le noyau, je crois qu'ils ont accès à certaines instructions en RAB, il me semble, non? Quand qui vont... Parce que ce que tu peux faire, je sais plus s'ils le font ou pas. Tu as certaines instructions, par exemple, qui vont éviter d'écrire dans ton cache. Du coup, là, tu pollues pas ton cache. Et je crois que tu as une instruction qui permet carrément de dire tu remets une page entière à zéro. Sur les processeurs Intel, il me semble que tu as carrément une instruction qui fait ça. Il me semble aussi, ou un mécanisme où tu désalloues la page et tu la réalloues, elle est forcément à zéro, un truc dans le genre, je sais plus exactement. Quand tu la... Si tu la vires de la table des pages et que tu la remets après. Ah non. Non. Okay. Non, par contre, tu as une instruction dédiée où tu dis au processeur direct remets à zéro une page et il le fait en un bloc. Ok. Et il y a une faille de sécurité dans un de tes slides. Un appel à realloc qui réutilise le même pointeur au début. Et il faut pas, c'est pas bien. Dans le premier slide où j'ai mis l'exemple avec realloc. Ouais. Après, je sais que c'est juste pour illustrer, mais voilà celui-là, en bas. Ouais. Faites pas ça. J'ai une question. Alors, c'est vraiment des sujets que j'adore, hein, tout ce qui est autour de la mémoire. Et il y a des travaux que je connais qui sont intéressés à l'impact de mettre à zéro des pages dans un autre monde qui est celui de Java. Qui a été mené par Jennifer Sartor. Donc ça date de 2011. Hein. J'ai regardé, c'est pas que je m'en souviens. Et donc pareil, elle a montré que 40% du temps passé dans une machine virtuelle Java, c'était simplement de remettre à zéro les objets avant de les allouer. Ce qui veut dire que ça n'a aucun intérêt d'aller optimiser le compilateur ou je ne sais pas quelle autre chose. Et elle a proposé 3 ans après un boulot, je ne sais pas si tu l'as vu, qui consiste à modifier le gestionnaire de cache de façon à, en gros, à haut niveau, je ne me souviens plus des détails, hein, mais à haut niveau, on marque une page comme étant nouvelle allouée ou un objet là pour elle. Et au moment où on charge, la première fois qu'on charge l'objet avec un load, au lieu d'aller le lire à partir de la mémoire et de le remettre à zéro, automatiquement la ligne est créée dans le cache. Dans le cache sans aller lire la mémoire. Initialisée, réinitialisée à zéro. Ce qui fait des énormes gains. Est-ce que c'est des pistes qui te semblent... Parce qu'elle l'avait fait d'un point de vue, je pense, avec de la simu. Ça te semble... Alors moi, je m'étais interrogé carrément, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir une instruction qui permettait de me remettre la mémoire à zéro sans que le processeur fasse sa petite boucle en interne et donc envoyer directement l'instruction à la RAM. On pourrait. La RAM pourrait faire exécuter une instruction de remise à zéro directement. Ah oui. Ok, je vois. On pourrait. Imaginer des choses comme ça, j'avais réfléchi. Non, voilà, c'était juste pour le dire. Au niveau des caches, non, j'avais pas pensé à le faire au niveau du cache, mais effectivement, après, par contre, il faut suivre le statut
En fait, l'idée, c'est carrément au premier chargement, c'est comme une sorte de first touch. Quoi. Ouais, de le faire par le hardware. Au lieu d'aller loader des zéros, qui de toute façon, on sait que c'est des zéros, l'objet est marqué, on crée directement la ligne avec des zéros, il n'y a plus besoin de rien. Ouais. Et on élimine entièrement le problème. Après, c'est pour ça que moi, je m'étais dit... parce qu'après, c'est un peu la politique... ça revient un peu à la politique avec Microsoft, c'est-à-dire de dire, je mets un Fred qui fait ça dans un coin, et puis au moins, je ne pollue pas ma section critique. Et moi, je m'étais dit, mais en cas de HPC, c'est un peu bête, parce qu'on a quand même un Fred qui a bouffé des cycles CPU, de la bande passante mémoire, qui est quand même le point critique aujourd'hui sur les processeurs. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de dire, est-ce que je ne peux pas carrément l'éviter, quoi. Et effectivement, a priori, on peut. Donc, alors, le patch, j'ai pas essayé de le remonter pour l'instant à la communauté, parce que j'ai toujours des bugs. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup fait de modifications, surtout liées aux transparences TouchPages, qu'ils ont essayé de bien nettoyer, bien intégrer. Et là, maintenant, le patch serait beaucoup plus facile à faire, donc j'aimerais bien reprendre du temps pour le remettre propre et essayer de le pousser, parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, au niveau de Linux, moi, je verrais deux choses. C'est d'avoir ce genre de cache, de méthode, parce que pour l'HPC, ça peut être intéressant. Pour des applications plus standards, je verrais plutôt la méthode de Windows, qui, à mon avis, est beaucoup plus simple à intégrer et ne présente pas un tout petit risque de sécurité si jamais quelqu'un arrive, je sais pas, à trouver une solution, trouver quelque chose, quoi. Mais je pense qu'au niveau de Linux, ce serait intéressant qu'ils intègrent soit la méthode de Windows, soit la méthode que je décris là, ici. Mais je pense que même sur les téléphones portables, à mon avis, ça apporterait certainement des gains. Il y avait une question là. Est-ce que tu as des conseils sur comment trouver les problèmes de gestion de mémoire dans un programme? Alors, qu'est-ce que tu appelles problème de gestion? Parce qu'on va dire qu'il y a deux types de problèmes. J'ai mon programme et ça scale bien sur très peu de cœur. On met sur une machine NUMA et ça scale moins bien. Alors, si c'est lié au NUMA... Non, mais on ne sait pas. Donc si c'est lié, par exemple, les problèmes de cache que je discutais précédemment, c'est extrêmement difficile à remonter. Alors, il y a deux manières. Bon, déjà, soit on essaie de comprendre ce qui se passe et on a une connaissance suffisante du système et on essaie de reconstruire ce qui se passe derrière. Soit, avec un peu de chance, on peut jouer avec les compteurs hardware des processeurs Intel, qui là permettent de pointer un petit peu les soucis qu'il y a, mais il faut quand même interpréter. Les compteurs eux-mêmes ne vont pas dire il y a un problème parce que tu as aligné tous tes tableaux au même endroit. Et ça, ils ne vont pas le dire clairement, quoi. Donc, faut avoir... Il y a des compteurs qui sont plus intéressants. Je veux dire, avec Perf, il y a... Alors, les caches éviction, enfin, combien de fois on va évincer les lignes de son cache, ça donne une idée. Après, par contre, il faut comprendre pourquoi. Et là, malheureusement, il faut une connaissance de toute la couche, à la fois de l'OS, de malloc, et qu'est-ce qu'on a fait dans son application. Et ça, c'est quelque chose qui était très peu discuté dans la littérature avant que je fasse ces travaux. Parce que dans la littérature, en général, pour la coloration de page, ils discutent de l'OS, mais ils ne regardent pas ce qui se passe au-dessus. Pour malloc, pour les alignements, ils réfléchissent avec la consommation mémoire, ces choses-là, mais jamais ils vont regarder l'impact que ça a en termes de performance. Et jamais les gens ont regardé toute la pile enchaînée les unes après les autres, comment ça impacte les caches, l'OS et malloc. C'est ce qui était un peu novateur dans la partie enfin, ce qui, moi, m'a vraiment intéressé dans la thèse que j'ai fait, quoi. Enfin, dans cette partie de la thèse. Et surtout, ce qui m'avait intéressé, c'était qu'on était arrivé à la conclusion inverse que ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire de se dire Linux a fait le mauvais choix, et en fait non. Et je pense qu'il faudrait toujours surveiller, c'est-à-dire qu'à mon avis, on n'est pas à l'abri qu'un jour, quelqu'un sous Linux, vu que les grosses pages maintenant sont devenues en natif sous Linux, elles sont activées par défaut, on n'est pas à l'abri que quelqu'un un jour vienne se dire il faudrait peut-être aligner les mmaps sur 2 mégas et fasse la même bêtise que sur FreeBSD. Donc pour l'instant, c'est pas fait, c'est pas arrivé, mais je pense que c'est à surveiller. Et après, pour le NUMA, si c'est un problème de placement par rapport au NUMA, l'été dernier, j'ai développé un profiler NUMA qui permet de dire directement, donc en annotant le source code, de dire sur telle ligne, on fait tel nombre d'accès distants, tel nombre d'accès locaux, ou des choses comme ça. Donc là, après, on peut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est un prototype. Mais si jamais ça vous intéresse, il s'appelle NUMAProf. Je l'ai mis sur GitHub le mois dernier, donc si jamais... Ah, c'est moi encore. Si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, il y a un mécanisme qui s'appelle l'overcommit.
et qui est appliqué de façon différente sur Linux ou BSD. Sous BSD, on a tendance à pas le faire, et sous Linux, plutôt à l'autoriser, où en fait, malloc peut allouer plus de mémoire que ce qui est disponible dans le système. Ouais. Et au moment où on touche une page qui n'est plus allouable, où t'as pas de place, on tue le process. Ouais. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ce qui est mieux, moins bien j'ai envie de dire, là, c'est vraiment dépendant des applications que tu fais tourner. Pour moi, c'est une bonne stratégie parce que ça permet d'implémenter certains algorithmes simplement en allouant plus de mémoire que ce que tu as réellement besoin. Maintenant, ça veut dire que tu n'es pas à l'abri de te faire coincer, quoi. Donc, j'ai pas vraiment d'avis. Pour moi, c'est une bonne idée parce que ça ouvre des portes, quoi. Mais il y a des effets de bord, quoi. Ok. Tu peux régler avec une limite, tu peux dire que l'application n'a pas le droit d'allouer plus que 2 fois la mémoire disponible ou des choses comme ça. Donc tu peux mettre une limite quand même. L'application peut pas non plus. Tu peux lui dire de ne pas overcommitter, je sais pas moi, 100 fois la quantité de mémoire physique que tu as à disposition. J'ai une question suite à l'une de vos remarques sur l'intérêt que vous avez eu dans cette partie, dans vos travaux de thèse, d'avoir envie de regarder toute la pile logicielle. Ouais. Et je me disais, à certains endroits de votre présentation, on a l'impression que vous, qui faites le logiciel, courez derrière ceux qui font le matériel. Ouais. C'est-à-dire que... est-ce qu'il y a des travaux qui mettent autour de la même table ou qui ont des personnes qui arrivent à faire l'ensemble de la pile et qui arrivent à voir ce qui se prépare dans les laboratoires? Alors là, moi, en fait, quand j'étais au CEA, j'étais aussi relié au laboratoire Exascale, qui est à l'Université de Versailles, qui est un laboratoire joint entre Intel, le CEA et l'Université de Versailles. Donc on avait quand même des contacts avec les gens d'Intel. Donc typiquement, les problèmes là que j'ai cités, c'est des problèmes qu'on leur a remontés. Alors je ne sais pas si, par exemple, je vous disais, là, les nouveaux caches, maintenant, il y a la fonction de hachage dont je vous parlais. C'est typiquement quelque chose que j'avais discuté au moment où j'avais vu le problème. À mon avis, ils ont eu l'idée dans leur coin pour d'autres raisons, mais c'est des choses que nous, qu'on avait remontées à Intel pour discuter un petit peu comment on pouvait essayer de... Donc oui, on avait un peu ce genre de discussion. Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu dans un mode où Intel ou AMD prennent des décisions, et puis après, on découvre au niveau de l'OS qu'il faut faire les choses, quoi. Donc, ouais. Mais bon, les gens d'Intel ne sont pas complètement en dehors non plus, parce que quand ils font une nouvelle fonctionnalité, ils essayent en général d'implémenter le support, eux, dans le noyau, donc ils voient aussi ce que ça coûte, quoi. Donc, ils ne sont pas complètement décorrélés du problème non plus. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. On va vous remercier. Et je vous dis merci à tous d'être venus, merci aux intervenants. Merci à ceux qui ont préparé la conférence, ceux qui étaient en régie, ceux qui sont restés dehors. Et puis merci à vous d'être venus et je vous invite maintenant au buffet qui vous attend juste dehors.